Alain Robert. Personnage ô combien mystérieux et intrigant. On a tout entendu sur lui. Athlète surdoué, dieu du stade, héros mythique, dangereux, irresponsable ou tout simplement encore fou allié. Mais au-delà de ses préjugés, quelles sont les forces qui le poussent à réaliser de tels projets? Et finalement, que pourrait-il apprendre à chacun d'entre nous concernant les mécanismes d'auto-guérison? Enfant, voilà, j'étais un gamin qui avait peur de tout, qui était mal dans sa peau, qui n'avait pas confiance en lui. Et j'avais des héros, hein, c'était Zorro, Robin des Bois, D'Artagnan. Et puis je rêvais d'être quelqu'un de brave et courageux. Alors la première fois que j'ai rencontré Alain Robert, à l'époque c'était pas du tout un athlète, il était plutôt un petit peu bedonnant et je lui avais demandé de venir m'assurer pour libérer un projet d'une voie dure à l'époque. Belle rencontre qui est restée très présente dans mon esprit. Au fil de ces rencontres, il va découvrir l'escalade libre, notamment grâce à Laurent Jacob. Et à ce moment-là, soudainement, il a 2 accidents graves d'affilée. Les séquelles que présente Alain Robert, elles sont lourdes. Il ne peut plus étendre ses 2 coudes. Il a également une raideur complète des 2 poignets. En principe, il ne doit pas pouvoir grimper. Et il le fait quand même. Et là, il y a un mystère. J'étais trop jeune pour aller au club alpin. Et donc, je me suis dit, je vais devenir scout. J'ai sympathisé avec le chef de troupe. Et lui, il avait en fait les mêmes aspirations que moi. Nous, notre Bible, entre parenthèses, c'était Glace-Neige et Rock, c'était Bonatti, c'était 342 heures dans les Grandes Jorasses. Donc on voulait faire de l'escalade dans une optique montagne. Ce qui m'a intéressé, c'est le côté aventurier. L'idée que chaque journée, c'était peut-être la dernière. Quand j'ai commencé à faire de l'escalade, c'était dans le but de faire de l'alpinisme. J'ai fait de l'alpinisme à peu près pendant 2 saisons. J'ai commencé tout de suite par des courses qui étaient considérées comme les courses les plus dures des Alpes, comme la face nord des Droites par exemple, que j'ai réalisée à l'âge de 17 ans. Et puis à travers tout ce que j'avais lu sur ces voies qui étaient quand même mythiques, je suis resté un tout petit peu sur ma faim. Et j'ai décidé d'arrêter de faire de la montagne. Et là, j'ai rencontré un grimpeur de haut niveau qui s'appelle Laurent Jacob. Et sa façon d'envisager l'escalade libre systématiquement en cordée m'a plu. Et donc, j'ai décidé de m'investir sur cette forme d'escalade. Là, j'avais déjà basculé, j'avais d'autres potes, donc je faisais de l'escalade un peu sportive. Alpirando était sorti, j'avais vu Laurent qui grimpait à Yosemite, donc je m'étais rendu compte qu'en fait, il existait une autre façon de grimper. Je n'avais pas percuté qu'il pouvait y avoir encore un mode d'escalade plus pur qui consistait à ne pas tirer sur les points d'assurance. Et puis après ça, j'ai mis ça en pratique, mais en solo. Le 28 septembre 1982, les pompiers ont amené Alain Robert allongé sur une civière, une vingtaine d'années. Il est dans le coma. Nous avons fait tout le bilan avec des radiographies démontrant une fracture du bassin et un fracas très important des 2 os de l'avant-bras. J'ai rencontré donc Gérard Howell et la première chose que je lui ai demandé, c'était quand est-ce que je pourrais regrimper. Et puis là, il m'a regardé, il m'a expliqué qu'en fait, dans toute sa carrière, il n'avait jamais vu des poignets aussi endommagés que les miens. Il m'a dit, je ne pense pas que vous pourrez refaire de l'escalade un jour. Il m'a dit, vous êtes jeune, je veux dire, c'est déjà pas normal que vous soyez encore en vie. Vous pourrez remarcher. Donc j'avais une fracture du bassin quand même, j'avais une fracture du genou, une fracture aussi du pied, donc j'avais quand même pas mal de fractures. Mais il m'a dit, voilà, l'escalade, il faudra y faire entrer, quoi. Il m'a dit, il faudra aller en centre de rééducation à Grenoble,
faire de la rééducation intensive, parce que sinon, vous ne pourrez pas vous resservir de votre corps. Donc il a insisté là-dessus, puis moi, je n'avais pas envie d'aller en centre de rééducation. Donc j'ai passé 2 mois à l'hôpital, et puis j'ai dit non, moi je ne vais pas en centre de rééducation. Il me dit, de toute façon, vous ne récupérez pas si vous n'allez pas en centre. Et puis j'y suis pas allé. Moi, je m'étais remis un petit peu à faire des exercices et tout ça, et puis j'allais plus chez le kiné. Moi, c'est pas la médecine qui m'intéressait. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de regrimper. Donc je me suis mis à regrimper. Je n'ai pas demandé au médecin si je pouvais regrimper. Je me suis mis à refaire de l'escalade, des trucs très très faciles au départ. Ce qui m'a un petit peu sauvé, c'est ce mur en briques pas très loin de la maison, qui faisait à peu près 100 mètres de long. C'est ce qui m'a permis de me rééduquer en définitive. Un jour, j'ai commencé à réussir à déplacer une main. Après, j'ai réussi à faire 2 déplacements. Et en fait, c'était fabuleux parce que j'ai vu mon corps changer assez rapidement. 2 ans plus tard, j'étais plus fort que ce que j'avais jamais été auparavant. J'ai moi-même vécu plusieurs accidents très graves et le second, c'était à Mauriès, j'avais à peu près 23 ans. Je me retrouve avec une fracture de la cheville droite, une fracture articulaire très complexe et 6 mois après, je marchais toujours pas. J'étais alors à l'époque jeune étudiant en médecine et donc je consulte un des meilleurs chirurgiens orthopédistes de France qui m'assène devant tous ces étudiants. Là, moi j'étais en slip allongé sur la table. Il me dit « Jeune homme, ta cheville est foutue, personne n'osera te l'opérer, il va falloir te bloquer la cheville sinon elle va être trop douloureuse et le sport c'est fini, consacre-toi à tes études. Au revoir ». Comment j'ai réagi à ce verdict sans espoir ? En fait, j'ai envoyé tout ça balader, j'ai bien évidemment totalement refusé ce verdict en bloc. Ça allait être le point de départ de ma quête à la fois personnelle pour me réhabiliter et en même temps professionnelle. Parce qu'en fait, ça allait mettre un point d'inflexion à ma carrière et à mes recherches, qui tournaient autour de la question comment un corps peut continuer à fonctionner alors que mécaniquement, théoriquement, c'est impossible. C'est là que je fais intervenir ce que j'appelle la magie du vivant, pour peu qu'on lui ouvre la porte. Et alors cette quête que j'avais entreprise pour me réhabiliter m'a aidé considérablement pendant des années en tant que médecin du sport pour aider les patients eux-mêmes. Et ça m'a permis de mieux comprendre qu'en fait, avant d'être des pièces mécaniques en mouvement, on est surtout des êtres vivants. Et ça fait une différence absolument fondamentale. Et 2 ans plus tard, je faisais partie des 3 Français à la première compétition internationale d'escalade à Yalta, avec Patrick Edlinger et Eddy Boucher. Alors que je faisais moi-même un peu d'escalade avec des amis, j'étais en difficulté dans un 5 et je vois quelqu'un qui, à ma droite, grimpe un surplomb très important avec une facilité, une aisance et une rapidité qui me laissait sans voix. J'arrive en haut et cette personne qui avait grimpé le surplomb m'interroge et me dit « Tu me reconnais ?» Alors je dis « Oui, tu es Alain Robert. Tu vois, tu m'avais dit que je ne grimperais pas plus du 4. Tu m'avais dit que c'était un 7. » Et là, j'étais bluffé, mais vraiment bluffé. Et je m'étais trompé. Il s'était ingénié à me faire mentir. Et il avait raison. Mon rêve de gosse m'avait complètement filé dans les doigts le 29 septembre 82. J'étais mort, presque mort. En tout cas, pour moi, l'escalade, c'était fini. Et le fait de m'être réveillé un matin et d'avoir dit non, c'est pas possible, puisque je suis en vie, donc effectivement, je suis pas mort. Donc, je vais essayer. Je vais pas finalement écouter cette personne qui est, même si c'est un grand chirurgien, après tout, voilà, pourquoi est-ce que c'est lui qui déciderait ce que je peux faire avec ma vie ou pas ? Ce qui est intéressant, c'est que ce qui était une catastrophe va finalement se révéler un événement fondateur pour lui. Son moyen d'expression, ça va être l'escalade en solo intégral, c'est-à-dire de l'escalade libre, mais tout simplement sans corde.
suis rendu compte qu'on pouvait sublimer la peur. C'est-à-dire, j'avais découvert que tout ça, ça pouvait se vaincre. C'était pas une fatalité, j'étais pas maudit par les dieux, mais qu'en définitive, il m'appartenait à moi de transcender ma peur et puis finalement de faire de mon ennemi juré mon meilleur ami. Le corps, il n'a pas réellement de limites. Les gens se fixent des limites. La médecine fixe des limites. Je veux dire, je m'émerveille aujourd'hui de voir comment le corps est capable de se régénérer, de se réparer. Tout ça, il faut lui demander. Il faut lui demander. Si tu lui demandes rien, ton corps, voilà, si tu décides de rester couché, tu restes couché. C'est pas comme ça que tu vas te réparer. Il y a beaucoup de gens qui disent « Oui, Alain Robert, finalement, c'est un fou qui a eu de la chance ». Mais en fait, non. Il a su développer des capacités physiques malgré ses handicaps et des capacités mentales insoupçonnées. Et finalement, la répétition de ces exploits qui nous amène nous-mêmes à nous interroger, mais quelle était la limite ? Moi, j'ai cru qu'à un moment, ma limite, c'était ça, et qu'il y a des choses que je ne pourrais pas faire. Mais en fait, non. Moi, je vous vends juste de vous écouter vous-même, d'écouter votre cœur, de vous poser la question de ce que vous voulez faire. Je me fais beaucoup quand même allumer. Il y a des gens, je leur dis, écoutez, vous avez tellement peur de mourir que ça, vivez dans un bunker, abonnez-vous à Disney Channel et puis voilà. Et puis vous vivez dans le monde de Barbie, moi je vis dans un monde qui est dur. Est-ce qu'on peut mourir ? On peut mourir tous les jours de 50 000 façons. Hein. On peut faire un AVC, on peut faire un arrêt cardiaque, on peut avoir un accident de bagnole, on peut avoir un cancer, il y en a, je veux dire, il y en a une flopée. Donc, alors, est-ce qu'on arrête de vivre parce que justement on est mortel ? En dehors du cas emblématique d'Alain, illustré avec l'épisode du Golden Gate et de nombreux autres exemples chez lui, notre histoire humaine regorge de milliers d'exemples de gens qui ont réalisé des choses totalement impensables, incroyables. Et tout se passe comme si, dans certaines circonstances encore peu acceptées, le protagoniste de l'histoire était comme habité par des forces, par un enjeu qu'il dépasse et les forces qu'il révèle. Et c'est ça le modèle d'épanouissement qui nous est proposé dans ces contes et dans ces légendes. C'est pas du tout un monde de bisounours poétisé à l'extrême, pas du tout. C'est des vérités profondes. Et c'est comme ça qu'on arrive à devenir le héros de sa propre vie, c'est-à-dire réaliser sa destinée totalement, quels que soient les obstacles. What every good building climber needs, George Andrews. Good morning. Good morning, gentlemen. Ellen, thank you for coming in. C'est la même structure que la tour Sears à Chicago. Simplement, à l'époque où j'avais gravi la tour Areva, qui s'appelait Framatome, j'avais trouvé ça extrêmement difficile. Et la tour Sears, c'est 2 fois et demi la tour Areva. J'avais l'expérience de tour qui en moyenne avoisinait les 200 mètres. Et là, d'un seul coup, on allait dans l'inconnu en visant une tour qui faisait pratiquement 450 mètres de hauteur.
C'est ainsi que, basé sur l'étude des statistiques, les compagnies d'assurance sont allées jusqu'à proposer 60% d'invalidité à Alain Robert, avec ce qu'il faisait à côté. Et pareil pour mon cas, le meilleur chirurgien de France me proposait de bloquer la cheville. J'avais 23 ans, j'en ai 68, c'est la cheville qui voulait me bloquer. Heureusement que je ne l'ai pas écouté. Heureusement que je n'ai pas cru à ce culte de la moyenne statistique et ce que je pouvais espérer. Heureusement que Alain et moi avons nourri de faux espoirs. Le vivant se moque bien de nos prétendus impossibles de nos manuels de biologie. Vous apercevez les traces blanches. On les voit sur cette armature métallique. Elles descendent jusqu'en bas. C'est ici qu'il a commencé son ascension. Apparemment, il n'a pas utilisé de ventouse. Il a pris un risque considérable. On va l'emmener chez le procureur. Une peine d'emprisonnement est un peu excessive, mais je crois qu'un traitement psychiatrique s'impose. Je trouve les comportements de type E ou extrême particulièrement intéressants. Il faudrait que notre société les comprenne et cesse de les associer à la folie. Ce ne sont pas des actes de démence, bien au contraire. Ces prises de risques mettent en évidence l'une des forces fondamentales de l'espèce humaine. Le héros est un défricheur, un inventeur, un créateur, un développeur de nouvelles idées. Il défriche les nouveaux chemins. Ce qui était impossible devient possible. C'est ça qui nous montre du doigt. Face à ça, face à ce qu'il nous montre, à ces faits qu'on ne peut pas nier, nous n'avons que 3 possibilités. La première, la plus courante, c'est le refus. Ce type est complètement fou allié. En plus, c'est un dangereux parce qu'en fait, il nous montre quelque chose. C'est criminel de montrer ça. Deuxième possibilité, placer ce héros, avec ses réalisations exceptionnelles, dans les nouveaux dieux du stade, au panthéon des êtres hors du commun qui vont faire des choses totalement inaccessibles à nous autres pauvres mortels. Enfin, troisième option, et c'est celle-là qui nous intéresse, c'est que le héros nous montre quelque chose. Il nous aide à révéler quelque chose qui est en chacun de nous. C'est ça sa véritable fonction. Donc tant que nous continuerons à nous voir comme des êtres mécaniques avec un ensemble de pièces en mouvement, qu'il faut remplacer quand elles s'usent, ce sera notre réalité. Il y a une vingtaine d'années environ, j'étais en Amazonie péruvienne et j'ai vécu une expérience extraordinaire. Entre veille et sommeil, j'ai eu une vision d'un seul coup alors que ça faisait des années qu'on ne s'était pas revu avec Alain. Et je le vois comme une fleur multicolore qui grimpait sur d'immenses tours en verre et en métal. Et il était comme la dernière expression du vivant, dans toute sa fragilité et en même temps avec toute la force de sa détermination. Il y avait tout ça dans cette vision. Il y avait aussi comme la sensation. Et c'est comme s'il nous faisait un pied de nez. Il disait, oui c'est dangereux, oui c'est risqué, mais en fait, il serait encore plus dangereux de ne pas être qui je suis. Pour moi, le message majeur de Alain, c'est d'une ironie extraordinaire. Personne n'ignore aujourd'hui qu'on parle sans arrêt d'être humain augmenté. Et en fait, ce petit bonhomme-là, avec son handicap, ce petit bonhomme diminué, il nous montre des choses extraordinaires. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'être humain augmenté ou est-ce qu'il nous montre simplement ce pouvoir qui est en nous, en chacun d'entre nous, et qui n'appartient qu'à nous de révéler, en fait. C'est notre humanité. C'est ça qu'il nous montre.